et merci de me rejoindre pour cette nouvelle interview. Je suis ravie de parler à nouveau de santé féminine au sein de on va dire, ce réseau social. Et je vais commencer par te laisser te présenter. Donc, bonjour Perrine et merci de m'accorder ce temps. Donc, moi, je suis Laure Camborieux. Je suis gynéco-psychologue, c'est-à-dire psychologue et je m'occupe des problèmes de santé gynécologique du point de vue de la psychologie, puisque je suis aussi psychothérapeute. Ouais. Et donc, je m'occupe d'infertilité, de fertilité depuis plus de 20 ans maintenant. Et du coup, au cours de ma carrière, j'ai accompagné un grand nombre de femmes qui étaient concernées par l'infertilité, le traitement, la PMA, et euh, aussi, dans ce cadre-là, des femmes concernées par l'endométriose. Ouais. Et il y avait une dimension dont je m'étais pas trop occupée, à laquelle je ne m'étais pas intéressée, c'était la douleur chronique. Ouais. Même si, alors que c'est une grosse partie de l'endométriose. Et là, depuis quelque temps, enfin, à chaque fois que ça me dérangeait, parce que j'avais pas beaucoup d'outils à proposer, de prise en charge à proposer, et dernièrement, j'ai croisé la route d'une prise en charge spécialisée sur la douleur chronique. Et je me suis dit, ben voilà, c'est l'outil dont j'ai besoin. Donc, c'est une approche basée sur la méditation de pleine conscience. Je suis instructrice en méditation. Et donc là, c'est une spécialisation sur la douleur que j'ai faite l'année dernière avec la petite idée, ben voilà, ça peut être un outil intéressant pour les personnes concernées dans l'endométriose. Vraiment. Euh, Carrément. Du coup, quel est le point commun, j'imagine, entre toutes ces femmes que tu as rencontrées au cours de ces dernières années? Alors, le point commun, si je résume, c'est une vaste question. Elles arrivent dans mon cabinet la plupart du temps sur la question de l'infertilité de la PMA. Euh, et il faut savoir comment je me suis tournée sur cette question parce que j'étais concernée personnellement et que il y a eu des prises en charge que j'ai trouvées extrêmement compliquées, que j'ai mal vécues. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas laisser les femmes comme ça vivre des choses pareilles. Et c'est comme ça que finalement, mon activité s'est tournée essentiellement sur ces sujets-là. Et quelque part, sur l'infertilité, il y a eu des avancées, mais sur les prises en charge, on voit toujours beaucoup de difficultés. Des femmes qui sont prises en charge en PMA, j'entends les mêmes choses hein, depuis 20 ans. Sur l'endométriose, on est toujours sur un délai à peu près moyen de 7 ans de diagnostic. Toujours sur des discours, ah bah, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles. Ah bah oui, mais on peut rien faire. Euh, voilà, donc le point commun, je crois que c'est un peu ça, c'est-à-dire un manque d'attention, je vais dire ça comme ça, porté au vécu. Autant je pense qu'on a des médecins, des praticiens qui sont techniquement pointus en PMA par exemple, mais sur le côté accompagnement, sur le côté sensibilité à l'aspect psychologique, on n'y est toujours pas. Ils sont pas psychologues, c'est pas leur métier, on est d'accord. Mais hier encore, quelqu'un me disait, mais on m'a annoncé euh, l'endométriose, on m'a annoncé des choses lourdes, mais à aucun moment on m'a dit, vous pourriez vous faire accompagner, vous pourriez consulter. En Mm. fait. Ouais, ouais. Voilà. Il y a un vrai manque d'empathie. Après, je comprends, ils ne peuvent pas être empathiques avec tout le monde et donner de leur personne. Néanmoins, quand on a des diagnostics lourds comme ça, on a besoin à un moment donné de se sentir un peu entouré. C'est ce que je te disais en préparant un peu l'interview. Moi, quand je reçois des témoignages, parce que je fais des témoignages un peu comme avec toi avec des clientes, pour justement, le but de ces témoignages, c'est d'informer sur cette maladie pour qu'un jour, si une femme tombe dessus, elle puisse se dire oh là là, ça fait écho, peut-être que je souffre d'endométriose. Et à ce moment-là, d'investiguer, de mettre des mots sur des mots et pouvoir aller plus loin. Moi, quand j'entends ces femmes, je peux dire que j'ai souffert avec mon endométriose. Vraiment, je suis passée par des chemins vraiment pas compliqués. J'ai 20 ans d'errance médicale, moi, parce que Ouais. cocher la case, j'ai eu des enfants facilement. Donc, comme je cochais la case, j'ai eu des enfants facilement, je ne rentrais pas dans un cursus normal, c'est-à-dire que je ne pouvais pas avoir de l'endométriose. Ouais. Sauf qu'on sait maintenant que ce n'est pas le cas. Et voilà. Et donc, quand j'entends les témoignages de ces femmes,
alors que j'ai eu un parcours hyper difficile et long, je me dis que je me sens chanceuse. Donc, il y a vraiment des choses à faire pour faire bouger les lignes. Et donc, merci à toi de t'occuper de ces femmes qui en ont vraiment besoin. Moi, je voudrais te poser une question. Quelle est la conséquence en fait psychologique la plus courante pour ces femmes qui sont soit atteintes d'endométriose, soit de SOPK, soit qui sont en cours de PMA? Cette partie en fait psychologique, que se passe-t-il dans leur tête? Alors, c'est forcément individuel et ça va dépendre de la personnalité de chacun aussi à la base. Déjà, moi, ma façon de travailler, c'est quand même de repérer que finalement, ce sont des événements de vie euh, stressants, pénibles, lourds, difficiles, qui amènent les gens à consulter, mais quand même parfois on voit que ça ne se résume pas à l'impact de la pathologie, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a des choses qui peuvent finalement s'observer dans la vie, des difficultés par exemple d'estime de soi qui vont se retentir au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc déjà, d'emblée, en général, je me sers, enfin, je pointe le fait que la pathologie qui amène à consulter permet d'élargir, de prendre en charge des choses qui sont beaucoup plus vastes. Le point commun, c'est que ces parcours-là génèrent beaucoup de difficultés émotionnelles euh, parce qu'ils sont bouleversants, parce que euh, il y a des douleurs physiques, il y a des stress ne serait-ce que dans les prises en charge, les rendez-vous, etc. Et donc, on va voir très souvent, ça peut aller jusqu'à de la dépression, de l'anxiété, Bien sûr. dont il faut s'occuper. Ça va très souvent, ça s'accompagne pour ces femmes d'une baisse d'estime de soi, une dégradation de l'image de soi, un rapport au corps qui peut devenir difficile, Oui. conflictuel, parce que ce corps, on n'a plus trop confiance, il nous fait souffrir. Ah, Et ouais. donc, voilà, on rentre dans tous ces cercles vicieux. Et après, les conséquences, eh ben, elles vont être au plan personnel, au plan professionnel. Et c'est ça aussi qu'on regarde. Ouais. Voilà. Donc toi, bon, moi j'ai déjà la réponse, mais il faut l'expliquer plutôt aux gens qui nous regardent. Du coup, quel serait en fait l'impact psychologique des douleurs sur une femme, sur son environnement? Ben, les douleurs, on risque de rentrer assez facilement dans des cercles vicieux avec l'aspect psychologique. C'est-à-dire, je ressens une douleur, personne n'aime ça, personne n'a envie, c'est logique, et peut-être, hein, je vais commencer à avoir peur de ressentir cette douleur, ne pas l'accepter, ce qui est compréhensible et légitime, mais on va avoir des complications parce que ah, je veux pas ressentir ça. Et puis la dernière fois, j'ai fait peut-être un peu d'exercice physique et j'ai eu un peu de mal, un peu de douleur, donc peut-être je vais arrêter l'exercice physique. Et on rentre comme ça dans des cercles vicieux où petit à petit, finalement, tout ce qui pouvait aider à mieux être en relation avec la douleur, à l'atténuer, on sait que l'activité physique adaptée, bien sûr, c'est un facteur important. Mais si on est rentré dans ce cercle vicieux de toute activité physique va me faire mal, là, on va rentrer à des difficultés. Et puis après, au plan psychologique, on peut voir à certains moments euh, un sentiment d'impuissance, un sentiment de découragement. Et cette douleur est encore là. Et j'en ai marre. Et ma vie n'a pas de sens. Qui fait que ça rajoute. Et là, on va peut-être vers l'anxiété chronique, on va peut-être vers la dépression. Et donc, il ne s'agit pas de se dire j'ai pas de douleur, tout va bien. Non. Non, les douleurs sont là, mais l'idée c'est de voir comment on peut entrer en relation différente avec ça. C'est-à-dire j'ai quelque chose que je ne souhaite pas vivre, mais qui s'impose à moi. Comment je peux me créer une vie la plus agréable possible avec ces douleurs, avec ces difficultés, comment je vais m'adapter, adapter ma vie pour qu'elle soit la plus sympa possible en fait. Et c'est vrai qu'aussi, bon, en ayant souffert d'endométriose, enfin souffrant d'endométriose, même si j'ai appris à la gérer, euh, on rentre aussi dans un cercle vicieux, c'est la peur d'avoir mal. C'est le corps, c'est à l'avance qui va avoir mal. Donc moi, je sais que
j'avais mal au ventre uniquement le premier jour de mes règles, pendant environ 5 heures. Mais c'était 5 heures abominables, hein, à pas Mhm. sortir de mon lit, à être couchée, enfin vraiment des vraies douleurs. Et j'ai des règles très régulières. Donc je sais exactement quand est-ce que ça allait arriver. Et la veille, je sentais déjà mon corps se raidir, me transformer, mon humeur était altérée parce que je savais que j'allais avoir mal à un point que je ne pourrais pas gérer en fait. Ouais. Et donc, du coup, on rentre dans un cercle vicieux aussi où en fait la peur de la douleur nous fait avoir encore plus mal, je pense. Mm. C'est exactement ça, c'est vraiment ce cercle vicieux psychologique et moi, c'est sur ça que je travaille hein, avec les personnes, de se rendre compte de ce que tu décris très très bien, c'est-à-dire que oui, la douleur, elle est là, mais en fait, au final, très intense pendant 5 heures, hein, et c'est déjà en soi, c'est déjà énorme, mais se rajoute ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire qu'il y avait des anticipations une journée avant, Ouais, et qui peut-être participaient dans une certaine mesure aussi, parce que c'est ce qu'on le connaît, ça aussi augmente l'intensité de la douleur au moment, bien sûr. hein, les anticipations, parce que le corps se crispe, etc. Et donc, c'est bien ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Donc, merci, ton exemple est très parlant. C'est que là, on va travailler sur ces anticipations, essayer petit à petit d'observer que ça ne sert à rien et comment je peux faire ce jour avant pour ne pas créer, pour ne pas vivre ces anticipations anxieuses, parce que ça sera déjà suffisant le jour où les règles arrivent avec ces 5 heures de douleur. C'est bon. On va essayer de ne pas s'en rajouter. Ouais, Et c'est vraiment ça le travail psychothérapeutique. Euh, Bien sûr que ça, ce qu'on sait, hein, c'est notamment la méditation de pleine conscience et puis du travail de relaxation, l'activité physique, etc., va diminuer la plupart du temps l'intensité des douleurs. Mais j'irai jamais jusqu'à dire ça va, je vais vous les supprimer et changer votre vie. J'aimerais bien, mais je non, ne vends pas du rêve. non. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je peux vous aider à améliorer la qualité de vie. Ouais, C'est-à-dire voilà, qu'il y ait moins d'anticipation et que, ok, ce jour-là, ça sera le jour des règles. Déjà, je prévois rien de faire. Je sais que ça va être difficile, mais je ne prends pas la tête avant. C'est un peu ouais, ça l'idée, en fait. bien sûr. Ce que tu dis est vraiment vrai, hein, et je pense que c'est important de rétablir cette vérité. L'endométriose, actuellement, elle ne se soigne pas. Moi, mes Mm. accompagnements, c'est pour vivre avec l'endométriose, c'est-à-dire que je mets plein de choses en place pour réduire le stress, pour réduire l'intensité de la douleur, pour préparer le corps au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau du mouvement, au niveau de la phyto, on prend des choses qui nous aident. Et ça marche. Il y a vraiment des réductions de douleurs qui sont. Donc voilà. Mais par contre, c'est clair qu'on n'enlève pas une endométriose. Elle est là, elle a tendance, je dirais même plus, à se propager qu'à régresser. Alors, elle peut régresser dans certains cas, et voilà. On peut- J'ai envie de dire qu'on ne peut pas faire de généralité avec l'endométriose, quoi. Une femme, une endométriose, et voilà. Mais c'est vrai que ceux qui vendent du rêve en disant prends mon accompagnement, je vais te guérir ton endométriose, j'ai envie de lancer un grand warning avec attention. Oui, Attention. et c'est une des raisons pour lesquelles habituellement, je communiquais pas trop, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux, j'ai mon cabinet, j'ai mon travail, ça m'allait. Mais là, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont vraiment pas OK pour les patients, pas OK pour les femmes. Et j'avais envie vraiment de commencer à parler de ça. Moi, mon approche à la base, je suis scientifique. J'étais formée, j'étais biologiste, j'ai une formation scientifique et du coup, je regarde ce qui a été mesuré, validé scientifiquement, ce qui marche pas et je m'inscris dans ces démarches-là. C'est-à-dire autant là, je suis thérapeute en thérapie cognitive et comportementale, je suis instructrice en méditation de pleine conscience parce que ça, ce sont des approches qui sont évalués régulièrement. Et puis, si on évalue que on a testé ce truc-là, finalement, ça marche pas très bien, et ben, hop, on ne le fait plus, on fait autre chose. Ou alors on affine. Mais ça me semble vraiment important de dire ça aux femmes, c'est-à-dire attention aux recettes miracles qui vont tout régler en 3 jours. Ça serait génial, ça serait super, hein. Mais malheureusement, c'est pas si simple et je crois qu'il y a vraiment besoin aussi et c'est ce que j'ai envie de développer là dans les mois qui viennent, d'une compréhension des mécanismes de la douleur.
On Ouais. parlait tout à l'heure du cercle vicieux psychologique, celui-là, on le connaît assez bien, on le connaît bien. Il y a aussi, on commence à connaître bien les mécanismes physiques, en fait. Comment une douleur très localisée diffuse pratiquement dans tout le corps, alors que la lésion, elle est peut-être pas très importante, mais comment ça prend tant de place dans le corps, dans la tête, ça, je pense que c'est important de le comprendre pour que après on comprenne pourquoi on dit: «Bah, tiens, refais de l'activité physique parce que ça va agir à cet endroit, ça va agir à cet endroit, ça va apporter ça». C'est, à mon sens, un facteur de motivation, de savoir pourquoi on fait les choses et c'est un peu aussi un facteur de savoir, voilà, cette personne, elle me propose, tel truc. OK, je vois la cohérence Ouais, bien sûr. avec, ce qu'on sait de la douleur ou alors, bah, je vois pas la cohérence, je sais pas, peut-être qu'il faut que je regarde un peu plus. J'avoue que par rapport à ce que tu dis dans la gestion de la douleur, moi j'ai quelque chose qui marche bien chez moi, mais qui peut ne pas marcher chez les autres, c'est le TENS, où en fait il va y avoir, un circuit électrique, on va dire, qui va venir court-circuiter la douleur et faire je simplifie, hein, pour qu'on comprenne et faire en sorte que le cerveau ne ressent plus la douleur et c'est un peu comme quand on fait, de l'EFT, je dirais, où on appuie comme ça, on s'envoie des petits, signaux pour brouiller en fait le signal de la douleur. Et c'est hyper important, je pense, de tester. Ça marchera chez moi, ça marchera pas chez moi, ça c'est OK, là je suis pas OK, etc. Et donc, euh, la pluralité disciplinaire dans la gestion de l'endométriose est hyper importante. Parce D'accord. qu'une naturopathe va apporter des choses, une psychologue va apporter une autre, une sage-femme pourra apporter autre chose, un ostéopathe pourra encore apporter autre chose. Et gérer la notion pluridisciplinaire est fondamentale dans la gestion de l'endométriose. Ouais. Oui. Et c'est aussi un peu comme ça que je conçois mes accompagnements, thérapeutiques. C'est-à-dire que à la base, quand une personne vient me voir, on commence par faire l'état des lieux de comment quelle est l'hygiène de vie? Est-ce qu'il y a de l'activité physique ou pas? Comment est le sommeil, l'alimentation? Est-ce qu'il y a du stress au boulot qui a rien à voir avec l'endométriose, mais s'il y a, un stress qui vient se rajouter en plus, bah, peut-être on peut s'en occuper aussi. Donc il y a vraiment déjà cet état des lieux et ensuite, eh ben, oui, un ostéo est beaucoup plus est formé pour prendre en charge le corps. Je ne le suis pas, c'est pas mon métier. Heu une diète s'il faut, parler d'alimentation, une naturopathe, voilà. Après l'idée c'est d'ouvrir les portes en fait et d'accompagner les gens à aller voir qu'est-ce qui peut les aider, hem, qu'est-ce qu'on peut changer? Est-ce que et moi après mon boulot c'est de voir est-ce qu'il y a des freins? Quels sont les freins et comment on peut les dépasser? Ouais. Du coup, quel conseil tu donnerais à une femme qui vient d'être diagnostiquée? Parce qu'en fait, on Mmh. est souvent démunis. On arrive, on est diagnostiqué, voilà, vous avez une endométriose, tenez la patate chaude, débrouillez-vous. Quels seraient Bah, je les... crois que un premier conseil, et c'est pour ça que ton travail est super important, c'est de peut-être se faire accompagner déjà par des pairs, c'est-à-dire des femmes qui ont vécu ça, qui connaissent ça très bien. Il y a des associations qui font un travail aussi formidable et ça c'est vraiment une chance. Quand moi j'ai commencé, en fait, il n'y avait pas toutes ces associations, il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas tout ça. Là maintenant, il y a des offres d'information et de soutien, qui sont juste magiques et je pense que c'est important de cibler, de trouver des personnes, encore une fois, sérieuses, de qualité, voilà, qui ont un discours, raisonnable. Ça c'est la première chose et je dirais, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, de pas laisser, trop les choses, s'enquister. Je suis d'accord. Heu, c'est pas forcément une annonce de diagnostic facile à encaisser. Peut-être que le médecin a su ou pas su faire, mais de toute façon, on se retrouve effectivement hors du cabinet à un moment donné avec cette information, qui est quand même avec de multiples répercussions à long terme. Donc à la limite, j'ai envie de dire, voilà, si vous sentez que, vous commencez à être un peu débordé,
qu'au-delà de l'annonce, dans les semaines qui viennent, ben, c'est compliqué ou à certains moments du parcours, c'est compliqué, surtout ne pas hésiter à consulter parce que parfois, il suffit de quelques heures, quelques discussions, quelques approches et les choses vont entrer dans l'ordre. On va donner des pistes et la personne, elle va s'en saisir et elle va avancer, tranquille. Plutôt qu'arriver, ce qu'on disait tout à l'heure, le risque est quand même aussi, par exemple, dépression, anxiété. Là, dans des choses beaucoup plus massives, avec notamment la notion que, l'anxiété ou la dépression vont majorer les douleurs, par exemple, vont majorer l'inflammation, donc vont venir aggraver, la situation. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment s'entourer de pairs, peut-être de professionnels, au moins pour faire le point et voir, voilà, peut-être que ça sera, juste quelques séances et puis, la personne est suffisamment outillée pour continuer seule, c'est très bien. Ou alors il y a besoin peut-être d'un travail un peu plus approfondi, mais vraiment de pas trop attendre, en fait. Mmh. Ouais, je rejoins ce que tu dis parce que à la limite, quand le diagnostic est là, on peut agir. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu as dit parce que moi, il y a quelque chose qui m'a fait énormément de mal. C'est qu'avant d'être diagnostiquée, donc moi, ça a pris quand même 20 ans, hein, je dirais que les professionnels de santé que j'ai vus me faisaient me sentir comme étant responsable finalement et comme étant quelqu'un de chochotte, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui s'écoute. Euh, et ça a été hyper dur et hyper violent pour moi parce que quand tu as un médecin qui te dit bon, bah voilà, c'est bon, enfin, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, d'un air de dire bon, vous me saoulez, stop, arrêtez, on va pas en faire une histoire. À ce moment-là, on se sent comme étant, euh, j'ai envie de dire un peu vulgairement, une petite crotte. Et on a envie de rentrer comme ça dans sa tanière en mode ouais, je vais me cacher parce que finalement, je suis trop chochotte et j'embête tout le monde avec mes problèmes, quoi. Alors que non, en fait, la violence de la douleur, elle est là. Mmh. Et il ne faut pas négliger ça. Et Vraiment. c'est ce type de verbalisation là, de jugement qui vont attaquer l'estime de soi, effectivement. Par contre, tu as prononcé effectivement un mot que je trouve important, c'est responsabilisation. Voilà, personne n'est responsable de souffrir d'endométriose. Personne n'a choisi ça. Malheureusement, ça, c'est vraiment pas de bol. Bon, ça arrive pour plein de facteurs. On est en train peut-être de se rendre compte qu'il y a un lien avec les perturbateurs endocriniens, etc. Donc, Ah. c'est Et c'est personne n'a choisi de manger des pesticides ou être exposé à la pollution, hein. exactement. Et Euh, je voulais dire que du coup, je pense que c'est une maladie qui va faire qu'augmenter par rapport à notre mode de vie actuel. C'est-à-dire que Malheureusement, oui. tout le monde dit, ah, mais c'est une maladie à la mode, avant, il n'y en avait pas. Oui, mais c'est vrai, avant, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas autant, désolée pour l'expression, mais de merde dans les produits cosmétiques, dans les produits ménagers, dans les poêles qu'on utilisait. Nos grand-mères, elles n'avaient pas des poêles en téflon, elles avaient des poêles en inox, des poêles en fonte. Elles avaient un shampoing qui était un shampoing issu de savon, enfin, un vrai savon sans additifs. Les légumes, ils étaient bons, ils n'étaient pas pesticidés. Enfin, le mode de vie actuel a fait que de toutes parts, on prend des perturbateurs endocriniens. Quand on sait que juste quand on se parfume, on se met des perturbateurs endocriniens dessus, c'est quand même flippant. Euh, Moi, je sais que j'embête beaucoup mes enfants. J'ai 2 filles, j'embête beaucoup mes filles avec ça. Euh, elles- je dirais que je limite au maximum tout ce qui est produit de beauté, tout ce qui est vernis. Alors, le vernis, c'est de temps en temps dans l'année, histoire de pas dire non. Là, On ne peut pas vivre dans un un... peu, mais Voilà, donc on ne peut pas être que dans le non, non, non. Mais je veux pas, voilà, je fais attention aux shampoings qu'on utilise, je fais attention aux produits ménagers qu'on utilise. Euh, c'est pareil aussi, ils sont en train de dire que tous les retards de feu, les retardeurs de feu, c'est pareil, c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Tous les, tous les meubles, tout ce qui est chez nous et beaucoup de nos vêtements sont blindés de retardateurs de feu. Donc, ouais, et c'est là que pour moi la notion de responsabilité intervient, c'est-à-dire effectivement on n'est pas responsable ni coupable de cette maladie, mais par contre à un moment donné, et je crois que ça fait du bien peut-être de se dire, on a quand même aussi des choses qu'on peut mettre en place, des choses qu'on peut sur lesquelles on peut agir, pas tout
effectivement, mais comme tu dis très justement, et c'est un de mes, ça me fait sourire quand tu parles de ta fille, parce que c'est le même combat de lui dire on arrête les produits de douche, machin, voilà. Donc oui, on a cette possibilité malgré tout de choisir comment on va vivre, quelle alimentation on va choisir, comment on nettoie sa maison, comment on se maquille, etc., etc. On a quand même, c'est pas parfait, mais on a des possibilités déjà d'agir par soi-même pour limiter ces expositions. Donc ça fait partie de notre combat, mais finalement, ça se rejoint et c'est le sens. Je suis très engagée au plan écologique pour ces raisons-là, pour la santé, et puis voilà, parce qu'il faut le faire. Mais oui. Et du Et coup, la responsabilité, elle peut être soutenue à ce niveau-là. C'est une pathologie qui s'impose avec tout ce qu'on connaît, mais j'ai quand même des moyens d'action à différents niveaux pour en limiter l'impact. et tu vois, moi, je pense que je vais être dure, mais c'est important. Je pense qu'on est responsable vraiment de comment on décide de se traiter et quand on a l'info de comment on décide de vivre avec. Et je pense que finalement, si toutes les femmes, même les hommes, à un moment donné, je ne vais pas dire se liguent contre les industriels, mais en tout cas consomment différemment pour les forcer à changer certaines choses, on arrivera peut-être à faire bouger les lignes. Mais c'est méga important qu'il y ait cette prise de conscience au niveau des femmes, mais pas que. On a retrouvé récemment des nanoparticules de plastique dans les testicules des hommes, quoi. Enfin, il y a un moment donné, ça doit nous alerter, ça doit nous dire, mais le monde ne tourne pas rond. Enfin, il n'y a jamais eu autant de problèmes de fertilité. On blâme souvent les filles, les femmes, mais, mais, mais c'est aussi souvent les hommes. Il y a Ouais. les La spermatozoïdes. qualité du sperme est en chute libre, hein, bien sûr, pour toutes ces raisons. Donc, oui, sur la notion de pression que le consommateur peut exercer, c'est tout à fait ça. Il y a quand même des changements relativement rapides finalement sur les poils téflon, tu parlais, on n'y est pas encore, mais il y a quand même cette prise en charge. Et ça, là, ça passe par le consommateur, par la carte bleue, hein, tout simplement. Exactement. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai viré toutes mes poêles en téflon et on a appris à cuisiner avec l'inox. Parce que c'est pas facile au début de cuisiner avec l'inox parce que le téflon, c'est méga cool. Ça colle pas, c'est pratique, ça se nettoie bien, ça peut passer à la machine. Enfin, voilà. Et ouais, mais une Mhm. fois qu'on a compris comment l'inox marche, bah, voilà, c'est génial. Ouais. Et il Et faut. en même temps, c'est pas forcément évident. Et en même temps, moi, j'ai fait ce changement. Alors, les poils, c'est récent, mais sur le zéro déchet, pas de plastique, etc. Je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Et finalement, moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que il a fallu tout re-questionner. Donc, je ne vais plus au supermarché, j'achète en vrac, etc. Et du coup, j'ai des produits que je n'ai plus, que j'avais au supermarché. L'alimentation préparée, j'en ai plus du tout. Je cuisine. Donc bon, il y a des trucs que j'ai plus. Alors comment je fais? Comment je fais avec ces produits dans le magasin bio? Tiens, il y a des épices que je connais pas, il y a des produits que je connais pas, il y a des céréales, j'avais pas l'habitude. Et j'ai trouvé ça super passionnant parce que ok, on change d'habitude. Comment on peut faire du zéro déchet? Je suis allée à une AMAP, donc j'ai rencontré des gens avec la même dimension que moi, le producteur vient donner ses légumes. Voilà, et c'est vraiment pas. Moi, j'ai vécu ça de manière extrêmement passionnante et j'encourage tout le monde à se renseigner. Là aussi, maintenant, il y a plein de ressources, il y a plein de possibilités, donc c'est vraiment. Mais je te rejoins complètement là dans la question du mindset. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mindset, ça va être oh là là, je dois changer, c'est horrible, je sais pas ce que je vais consommer, oh j'en peux plus, et en mode je me plains, c'est nul, c'est compliqué. Ou alors il y a le mindset un peu de positivisme qui dit c'est génial, je suis face à une problématique qui me permet de m'ouvrir à d'autres choses et à moi de trouver des solutions et d'être curieux et d'essayer. Et l'endométriose, si on a un mindset de perdant, on perd. C'est clair. C'est clair, elle a le dessus. Socialement, elle a le dessus. Au niveau du travail, elle a le dessus. Au niveau des douleurs, elle a le dessus. Et c'est méga, méga, méga important, vraiment, de changer son mindset quand on a de l'endométriose. Donc, merci pour ton témoignage parce que effectivement,
voir le bon côté des choses, aller chercher, se renseigner et finalement faire comme si c'est des petits challenges. C'est cool et c'est ça qu'il faut en Mm. fait. Bon mindset à Ouais. avoir. Et alors après, sur le côté perdant, je te trouve un peu dur quand même sur ce terme-là, parce que c'est pas si évident. On a tous des automatismes et ok, et ce diagnostic-là, il est quand même un peu lourd à encaisser, à digérer, mais il faut vraiment garder à l'esprit que effectivement, euh, tout ça se cultive. On peut peut-être avoir par habitude, par éducation, je vois beaucoup de gens qui me disent, mais dans ma famille, en fait, mes parents sont toujours très anxieux, donc j'ai récupéré ça. Ben oui, malheureusement, j'ai appris ça et j'ai cette façon d'aborder les choses. Il faut bien se rendre compte que oui, on hérite d'un certain nombre de choses sociales, familiales, etc. Mais la magie du cerveau humain, Ouais. c'est qu'on peut faire différemment, on peut apprendre différemment et on peut cultiver ben voilà, cette curiosité, cet enthousiasme, la gratitude. Tout ça, c'est des choses, même si on ne l'a pas appris dans l'enfance, on peut le faire à l'âge adulte. C'est ça qui est vraiment génial en fait. Je suis d'accord. Et ça change la vie, parce que ça aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai fait il y a 15 ans, hein, en devenant, en m'intéressant à la méditation de pleine conscience, ça a vraiment changé ma vie sur plein de choses. Et voilà, c'est ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui, que ben voilà, des gens, même éduqués dans une famille très anxieuse, et qui sont devenus eux-mêmes anxieux, ben on peut jouer avec ça, on peut changer des choses. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est cool de finir quand même un peu comme ça sur un message très positif. Je vois qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Je voulais te remercier pour le temps que tu m'as accordé et je voulais savoir si tu consultais et si éventuellement les personnes qui regardent cette interview peuvent te contacter. Oui, alors je consulte à Toulouse, un cabinet, Oui. en individuel et en visio aussi. Et ensuite, je suis en train de monter ces groupes-là de prise en charge de la douleur, de la fatigue chronique. Donc, pareil, à Toulouse. Et puis, je vais les proposer aussi en visio parce que je sais que ben, tout le monde n'habite pas à Toulouse, il paraît. Et l'idée, c'est que ça puisse être accessible au plus grand nombre, en fait. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces nouvelles choses que tu mets en place. Merci d'avoir été là pour l'interview. Et puis, Merci à je toi. mettrai tes coordonnées en dessous de la vidéo et j'espère que bah, je vais m'adresser à vous qui nous regardez à ce moment-là. Et ben, n'hésitez pas si vous avez des douleurs, si vous sentez que psychologiquement c'est compliqué, si vous vous sentez un peu incomprise, n'hésitez pas à contacter Laure qui, à mon avis, sera une très bonne oreille et pourra vous aider facilement et simplement. Merci Laure, Merci. À bientôt. à bientôt, au revoir. Au revoir.